Bienvenue sur Carcassonne Online. Éloignons-nous des sentiers battus. Aujourd'hui, on vous révèle les secrets les mieux gardés avec une édition spéciale. On oublie un peu les remparts bondés et les ponts-levis de la cité médiévale, quoi. Ouais, on descend vraiment dans la ville basse, en fait. C'est ça, la Bastide Saint-Louis. Parce que bon, la cité perchée là-haut, c'est magnifique, mais c'est la grande vitrine touristique, on va dire. La fameuse carte postale. Voilà. Alors que la Bastide, c'est plutôt le club VIP clandestin. C'est vraiment là, derrière une apparence un peu plus sage, que se cache la vraie âme occitane. Sauf que ce qui est dingue avec cette image de club très sélect, c'est qu'à la base, la fondation de ce quartier repose sur la dynamique inverse. Ah bon? C'était pas vraiment un lieu de privilégié au départ. Ah bah non, pas du tout. C'était un espace d'exil pur et simple. Au XIIIe siècle, le roi Louis IX a expulsé énormément d'habitants de la cité. Donc ils se sont retrouvés jetés dehors. Exactement. Ces réfugiés ont été forcés de tout reconstruire de l'autre côté du fleuve. Et on peut dire que le sort s'est un peu acharné sur eux, parce que la ville naissante a été totalement ravagée et brûlée par le prince noir en 1355. Avant d'être fauchés par la peste, oui. Et c'est là qu'il y a un détail qui m'a vraiment frappé. Ce sont les ramasseurs de cadavres. On les surnommait les corbeaux. Tout à fait, à cause des immenses voiles noires qu'ils portaient sur le visage. C'est une image hyper sombre, mais qui a entraîné une adaptation sociologique assez folle. Surtout que la peur de la maladie était telle que personne n'osait s'approcher d'eux. Et des voleurs ont très vite compris l'opportunité. Ils ont commencé à porter ces longs voiles noirs pour aller piller les maisons des mourants en pleine journée. Non, mais c'est fou, ils marchaient dans les rues avec une immunité totale juste par la force de la terreur. C'est ça. Personne n'osait les arrêter. Un vrai scénario de film dystopique, quoi. Mais ce qui m'échappe totalement, par contre, c'est le rebond. Comment une ville fantôme, pillée par des criminels déguisés en croque-morts, arrive à se transformer en puissance économique juste après? On ne relance pas la démographie par magie. Les autorités ont dû sortir une carte maîtresse. Face au vide total, il fallait des incitations massives. Une sorte de paradis fiscal médiéval, quoi. C'est un peu l'idée. Ils ont offert un cadre fiscal super attractif et des terrains vierges pour attirer de nouveaux artisans. Ils ciblaient surtout les tisserands et les artisans du drap. Donc la crise a forcé la ville à devenir Une zone franche, voilà. Attirant les talents de toute la région. Et c'est une stratégie qui a payé de façon spectaculaire, puisque l'industrie drapière a fait littéralement exploser l'économie au XVIIe et XVIIIe siècle. L'argent affluait de partout. Les marchands ont complètement transformé le paysage en bâtissant des hôtels particuliers sublimes. D'ailleurs, si on prend la place Carnot, avec la fontaine de Neptune que Balzac admirait tant, le sol est pavé d'un marbre rose éclatant. Le fameux marbre extrait des carrières de Cône-Minervois. Et son prestige dépasse largement la région, attention. Ah oui, bah oui. Ouais, il a été choisi pour orner le château de Versailles et même certaines cheminées de la Maison Blanche. Attends. Ah, la Maison Blanche. Incroyable. C'est la preuve matérielle d'une ville qui a su transformer son effondrement en un triomphe mondial. Le triomphe esthétique est clair, ouais, mais en observant la forme de cette nouvelle ville, il y a un truc qui pose vraiment question. Je t'écoute. La plupart des villes médiévales, c'est des labyrinthes de ruelles tout étroites pour briser le vent. C'est vrai. Mais là, on a un plan en damier hyper rigide, avec des rues larges et droites. Dans une zone balayée par la tramontane et le vent d'autant, pourquoi construire des boulevards ouverts au courant d'air? C'est un non-sens climatique, non? Au contraire, c'est vraiment l'un des coups de génie de cet urbanisme. Ces rues rectilignes n'ont pas été tracées pour bloquer les vents, mais pour les utiliser. Donc ils s'en servaient délibérément. Exactement. Elles sont orientées pour canaliser les 4 vents régionaux. Pendant les canicules, l'air s'engouffre dans ces couloirs et ventile toute la ville. C'est l'équivalent d'un système d'air conditionné médiéval à très grande échelle. C'est brillant. Utiliser la géométrie urbaine comme climatiseur naturel au Moyen-Âge, ça donne à réfléchir sur nos espaces modernes, quoi. Totalement. Et cette fraîcheur explique peut-être pourquoi la culture de la ville, comme le marché couvert des Halles, est restée si vivante. Entre les étals d'olives géantes, la Luc, et les fameuses cargolades d'escargots, c'est un mode de vie prospère qui est encore palpable. Cette vitalité au quotidien, c'est vraiment la récompense de siècles de résilience. La Bastide montre comment une architecture intelligente soutient sa communauté. La cathédrale Saint-Michel en est le symbole parfait d'ailleurs. Oui, après une très longue période de fermeture, ces peintures intérieures du XIVe siècle ont été miraculeusement sauvegardées. Et aujourd'hui, ce sont des habitants dévoués, comme Rose, une bénévole locale, qui font vivre cet héritage. C'est un modèle fascinant de réinvention urbaine. C'est clair.
Pour ceux qui cherchent à fuir la frénésie estivale, flâner à l'ombre de ces platanes offre une vraie immersion dans une histoire locale authentique. Une histoire qui s'écrit sur plusieurs niveaux en fait, et dont la surface cache peut-être encore des zones d'ombre. Ah, tu penses au tunnel Procès? Surtout quand on imagine ce qui se trouve sous ces rues parfaitement droites. Il y a une rumeur tenace comme quoi la Bastide reposerait sur un immense réseau de souterrains non répertoriés. Imagine ce que tes archéologues pourraient découvrir s'ils les exploraient un jour. Ça pourrait être la clé d'un chapitre occitan encore totalement enfoui. La toute dernière salle secrète de ce club VIP. Bref, une énigme parfaite à méditer en arpentant ces pavés de marbre rose.